Personnel, banal et prévisible, rien n'est plus intriguant, rien n'est plus fascinant et angoissant que le sentiment de mystère qui nous envahit lorsque nous faisons face à l'inconnu. Territoire du Nord-Ouest, 17 février 1932. 4 jours de traîneau à chien dans le plus rude des climats pour exécuter un mandat. Pas facile la vie de policier dans ces régions sauvages. Pas facile lorsque le suspect est un Rambo sans aucune identité vérifiable. Juillet 1928. Dans une affaire de meurtre, la police a un suspect, mais aucune preuve. Se pourrait-il qu'un voyant de passage pour un spectacle en ville leur apporte la solution? La crise d'octobre 70 a secoué le Canada. Tandis que tous les corps policiers et l'armée se lançaient aux trousses des membres du FLQ, une petite station locale de Vancouver diffusait en direct les prédictions surprenantes d'une médium américaine. Harry News aurait-elle vu juste? Au début des années 1980, Michel Smith consulte un psychiatre de Vancouver. Ce sera le début d'un incroyable voyage aux enfers. Ici Michel Dumont. Bienvenue à Dossier Mystère. Les territoires du Nord-Ouest, aujourd'hui le Nunavut, sont des terres extrêmes. Si l'été, la température donne à ces vastes étendues des allures printanières, l'hiver, elle se transforme vite en enfer de glace. Avec les nuits qui s'éternisent pendant de longs mois et le blizzard qui souffle de l'Arctique, la température peut chuter à moins 40 degrés centigrades. Il y a 75 ans, ces terres ont été le théâtre de l'une des plus incroyables chasses à l'homme de l'histoire du Canada. La poursuite du trappeur fou de la Rat River. Ce 17 février 1932, à Eagle River, dans les territoires du Nord-Ouest, les agents de la GRC sont au cœur d'une fusillade afin de neutraliser un trappeur du nom de Albert Johnson. À ce moment, 2 chefs d'accusation sont portés contre Johnson. Tentative de meurtre et meurtre. Les délits ont tous deux été commis contre des agents de la Gendarmerie royale du Canada. Johnson est rusé et tenace. Voilà maintenant plus d'1 mois qu'il déjoue les efforts des groupes lancés à sa poursuite sous des températures qui frôlent les moins 50 degrés centigrades. Mais aujourd'hui, la chance va l'abandonner. Alors qu'il tente de s'enfuir, il est atteint d'une balle et il s'effondre face contre terre. Les agents Ames et May connaissent les ruses du criminel. Ils se méfient. Sur place, ils ne peuvent que constater le décès de Johnson. Ainsi prit fin l'une des plus incroyables chasses à l'homme de l'histoire du Canada. Mais de ce fait, naquit une nouvelle énigme. Qui était Albert Johnson, le trappeur fou de la Rat River? Au début des années 1930, les territoires du Nord-Ouest et le Yukon sont sous la juridiction de la Gendarmerie royale du Canada. C'est un immense territoire, presque désertique, où les prospecteurs se croient au-dessus des lois et où la chasse est trop souvent synonyme de braconnage. En 1931, un homme est arrivé à la colonie d'Arctic River sur un radeau fait de 3 rondins. Il a été aperçu par des Amérindiens de la région. Il était silencieux, réservé et ne voulait s'associer à personne. Il a expliqué qu'il souhaitait rester seul. À l'époque, pendant la dépression, beaucoup d'hommes migraient au nord pour devenir mineurs ou prospecteurs, mais ils n'avaient pas toujours l'équipement ou la compétence nécessaire. La GRC recensait donc tous les nouveaux arrivants et s'assurait qu'ils avaient les habiletés requises pour survivre en forêt. Who was there if they had the proper equipment and if they could survive in the bush.
À l'été de 1931, l'agent Edgar Millen de la GRC s'arrête au magasin général de Fort McPherson pour y acheter quelques denrées. C'est là qu'il remarque un étranger qui s'informe sur les meilleurs endroits pour trapper. L'homme, qui parle avec un léger accent scandinave, prétend se nommer Albert Johnson et raconte qu'il a l'intention d'aller s'installer au nord, près de la Rat River. L'agent Millen l'informe que la chasse dans ces territoires requiert un permis, mais Johnson feint de n'avoir rien entendu. On n'a pas réentendu parler d'Albert Johnson avant la période de Noël de cette année-là. Des trappeurs de la région ont remarqué que leurs pièges avaient été saccagés et leurs appâts volés. La chasse étant leur principal moyen de subsistance, ils ont pris l'affaire très au sérieux. Une loi protégeait d'ailleurs les pièges d'autrui. Tous soupçonnaient Albert Johnson d'être le responsable. C'est alors que Millen, qui gardait toujours de sa première rencontre avec Johnson un souvenir tiède, envoie les gendarmes Alfred King et Joseph Bernard pour faire enquête. Avec pour seul moyen de locomotion leur attelage de chiens, les deux policiers mettent 2 jours pour franchir les 40 km séparant Arctic Red River de la cabane de Johnson. Mais l'ermite refuse obstinément d'ouvrir aux agents. Ils ont cogné à la porte et sont restés dehors pendant 1 heure. C'était le lendemain de Noël et il faisait moins 40. À cette époque, dans l'Arctique, la règle d'hospitalité voulait que l'on accueille toute personne se présentant à la porte. Mais Albert Johnson n'a jamais ouvert. Son comportement était des plus bizarres. Les constables sont retournés à Arctic River pour obtenir un mandat de perquisition avant de revenir chez Johnson. C'est ainsi que le 31 décembre 1931, les agents King et Bernard, accompagnés des gendarmes City Chiolis et McDowell, se rendent au refuge de Johnson afin de l'interroger. Mais celui-ci refuse encore une fois de les recevoir et les accueille par des coups de feu. Après un bref échange, l'agent King est atteint à l'épaule, mais réussit tant bien que mal à se mettre à l'abri. Devant la gravité de la situation, le groupe abandonne l'assaut contre Johnson et revient à Aklavik. Cette fois, Johnson devra répondre à des accusations de tentative de meurtre. Le 9 janvier, un groupe d'hommes se rend au refuge de Johnson, bien décidé à le capturer pour qu'enfin il réponde de ses actes. On l'a surnommé le trappeur fou, le dément. Mais les informations recueillies par les policiers montrent qu'il était plutôt intelligent, bien adapté au climat et ne présentait aucun signe de démence. Cette fois, les hommes ont de quoi soutenir le siège. Munitions à profusion et 8 kilos de dynamite. Contre toute attente, le trappeur affronte l'attaque et ouvre le feu. Le siège durera quelques heures. En désespoir de cause, l'agent Ames ordonne à ses hommes de lancer la dynamite sur le camp de Johnson. Mais le froid est si intense qu'à plusieurs reprises, les bâtons de dynamite n'explosent pas. Après plusieurs tentatives, ils réussissent à faire exploser le toit du camp. Mais le trappeur refuse malgré tout de se rendre. Après un siège de 15 heures et sa cabane complètement détruite, on aurait pu croire qu'il allait se rendre. Mais pas lui. À ce moment-là, les vivres commençaient à manquer et on n'avait pratiquement plus de nourriture pour les chiens. Avec le froid, qui ne faisait qu'ajouter au danger, les policiers ont décidé de lever le siège. Pendant ce temps, Johnson, sachant sa sécurité menacée, fuit à pied vers le nord-ouest, espérant pouvoir traverser la frontière de l'Alaska. À cette période de l'année, à cause de la topographie et du vent, la température peut facilement frôler les moins 80 degrés centigrades. Que pouvait bien vouloir cacher Johnson à la police pour accepter de vivre dans des conditions si ingrates? Beaucoup d'hypothèses, certaines tout à fait farfelues, ont été évoquées quant à son identité.
Est-ce un espion russe, un criminel fuyant Chicago au lendemain du meurtre d'un journaliste, un voleur de banque du Dakota du Nord? Il n'y a aucune preuve à l'appui de ces hypothèses. L'explication la plus plausible suggère que cet homme s'appelait en réalité Arthur Nelson et qu'il venait de la région de Dease Lake, en Colombie-Britannique. Il avait probablement séjourné aussi au Yukon, mais cela reste une hypothèse. Nous savons que cet homme était un solitaire et qu'il avait choisi de s'établir dans le Nord pour s'isoler de la civilisation. Ce sont des circonstances particulières qui l'ont obligé à interagir avec les autorités. Et au lieu de leur faire face, il a préféré répondre par la violence. On a aussi beaucoup spéculé sur les raisons de ses comportements. Avait-il un passé criminel aux États-Unis ou ailleurs? Cherchait-il à échapper à des poursuites judiciaires? Là encore, nous n'avons aucune preuve. Il est clair, néanmoins, que la GRC croyait que Johnson cachait quelque chose. Et lui, Johnson, croyait que la GRC savait quelque chose qui l'incitait à fuir les autorités. Le 3 février 1932, après avoir connu revers et humiliation pendant près de 45 jours, les hommes de Ames entrevoient un dénouement prochain. Le chef de la poursuite, l'inspecteur Eames, devait innover, car les techniques policières traditionnelles ne donnaient rien. La chasse à l'homme, que couvraient en détail des journaux de New York et de Londres, lui imposait un stress énorme. C'est à ce moment-là qu'il a décidé d'avoir recours à un avion. Une solution qui éliminait les problèmes de dépistage et de subsistance sur le terrain. L'idée est alors si inusitée que Ames doit demander l'autorisation au ministre de la Justice à Ottawa. Le 5 février, le pilote de brousse et vétéran de la Première Guerre mondiale, Wap May, se joint aux recherches et il jouera un rôle déterminant. La cavale de Johnson va bientôt prendre fin. Il avait quitté sa cabane depuis un mois. Il mangeait mal, puisqu'il ne pouvait pas utiliser son fusil. Les détonations auraient à coup sûr révélé sa cache. Il se nourrissait que de petits gibiers faciles à attraper et à manger. Allumer un feu aurait aussi révélé sa position. Sa ténacité montre qu'il savait très bien se débrouiller dans la nature. Le 17 février, Wap May repère Johnson près de East River. Celui-ci est aux aguets. Se sont joints aux hommes de Ames des trappeurs et des militaires. Johnson est pris au piège, mais il est prêt à tout. Dans la fusillade, Johnson atteint mortellement Millen en pleine figure. Pris de panique, le fuyard quitte son abri. À peine a-t-il parcouru quelques mètres qu'une balle lui sectionne la colonne vertébrale. Johnson tombe face contre terre, inanimé. Pourquoi cet homme solitaire et acariâtre s'est-il transformé en assassin? Que cachait la folie meurtrière d'Albert Johnson? Un vrai mystère nordique. Qui était Albert Johnson? Des ouvrages entiers ont été consacrés à cette énigme historique. Elle a aussi ouvert une nouvelle ère dans la lutte aux criminels. Pour la première fois de son histoire, la Gendarmerie royale du Canada a eu recours à un avion pour traquer le tueur fou et à des radios à ondes courtes pour coordonner ses actions sur le terrain. Avec l'histoire du trappeur fou de la Rat River, la GRC avait dû s'adapter aux nouvelles technologies qui allaient révolutionner la criminalistique du XXe siècle. Cette histoire ne sera pas la seule enquête à suggérer davantage de questions que de réponses.
L'intervention de sensitifs dans une enquête policière est souvent le résultat d'une initiative personnelle. Ou bien c'est la famille qui demande la collaboration d'un clairvoyant, ou bien c'est un policier qui, en catimini, sans l'aval de ses supérieurs, a eu recours à ce moyen inhabituel. Mais il y a des exceptions. Des cas où les autorités policières ont officiellement sollicité l'aide d'un sensitif. L'affaire Vernon Booher a été l'une de ces collaborations insolites. En cette soirée de juillet, la fraîcheur commence à se faire sentir pour les fermiers de Manville, en Alberta. Quant à elles, les sœurs Dorothy et Algerta Booher s'apprêtent à rentrer à la maison après une longue journée. En ouvrant la porte, Dorothy aperçoit un homme étendu sur le plancher de la cuisine. Malgré l'obscurité, elle reconnaît son frère aîné, Frederick. En y regardant de plus près, elle distingue une importante blessure à la tête. Au même moment, sa sœur Algerta trouve sa mère assise à la table, la tête penchée vers l'avant, et elle aussi blessée à la tête. Horrifiées, les deux femmes se précipitent à l'extérieur. À la recherche de secours, elles croisent leur frère, Vernon, qui a fait lui aussi la macabre découverte un peu avant elle. Il leur apprend qu'un des hommes engagés pour aider aux travaux durant l'été est également mort dans la grange. Il est alors 21 heures. L'une des plus étonnantes affaires criminelles canadiennes vient de commencer. L'affaire Vernon Booher. C'est Vernon qui a informé l'un de ses voisins de la découverte des cadavres. Selon toute vraisemblance, les meurtres avaient eu lieu en début de soirée le 9 juillet, entre 18h et 20h30. C'est vers 20h30 ou 21h que Vernon a demandé à ce voisin de contacter la police. La ferme Booher n'ayant pas le téléphone. Ainsi, le voisin a appelé les autorités. À 23h, lorsque l'agent Frederick Olson rejoint le médecin légiste Joseph Islip, ils ne peuvent que constater le lourd bilan. 4 adultes abattus à bout portant par une arme de calibre 303. À en croire la version de Vernon, à l'heure du crime, il était au champ, où il rassemblait le bétail. Il a raconté qu'à ce moment-là, il avait entendu des coups de feu. Selon ce scénario, il était donc absent au moment des meurtres et n'est arrivé sur les lieux qu'après les assassinats. Le jeune Booher raconte alors à l'agent Olson qu'après avoir trouvé les corps de sa mère et de son frère, il a couru vers le bâtiment où se trouvait Gabriel Grumley, un des deux aides à l'emploi de son père. C'est là qu'il fit la découverte de l'homme de ferme étendu face contre terre, atteint de plusieurs coups de feu. Paniqué, Vernon explique qu'il s'est alors rendu chez des voisins, la famille Ross, pour leur demander d'appeler la police. Puis, de retour à la ferme, il a croisé ses deux sœurs. Ce n'est que plus tard, en explorant les autres bâtiments, qu'il trouvera le corps de Wasil Rozak, l'autre homme engagé par son père. Le malheureux gisait dans la grange atteint de 2 balles à la tête. En écoutant ce récit, l'agent Olson ne put s'empêcher de remarquer le calme déroutant du jeune Vernon Booher. Au départ, on n'a pas retrouvé l'arme du crime. Au lendemain des meurtres, le détective Leslie et l'inspecteur Hancock, aidés de plusieurs fermiers du coin, ont fouillé la ferme, espérant y trouver l'arme. On cherchait un fusil de chasse de calibre 303. Une telle carabine avait disparu d'une ferme voisine et on avait de bonnes raisons de croire qu'elle et l'arme du crime ne faisaient qu'une. Plus tard, le propriétaire, le fermier Charles Stevenson, est venu témoigner que seul Vernon Booher, son frère Fred et un des employés savaient où l'arme était rangée. Une arme qui avait disparu mystérieusement avec ses cartouches la veille des meurtres Booher. Pour l'agent Olson, Booher apparaît de plus en plus comme un suspect.
Moins d'une semaine après les meurtres, le jeune fermier de 21 ans est mis aux arrêts et conduit à la prison de Manville. Vernon, âgé de 21 ans, a expliqué que sa mère et son frère Fred, âgé de 25 ans, n'approuvaient pas trop ses amours avec une fille du coin et que c'était son mobile pour les assassiner. Si les enquêteurs croient avoir découvert le mobile des meurtres, il leur manque toujours l'arme du crime afin de pouvoir inculper formellement le prévenu. C'est alors qu'entre en scène Maximilien Langsner. Langsner, un artiste de la scène, pratiquait l'hypnose et affirmait pouvoir lire dans la pensée des gens. Il s'affichait aussi comme criminologue autodidacte. Le commissaire William Bryan de la police provinciale de l'Alberta invite à Edmonton Otto Maximilien Langsner, alors en tournée au Canada. Bryan croit que le voyant peut aider dans la recherche de preuves contre Booher. Langsner a rencontré Booher une première fois vers le 18 juillet. About July 18th, and he was allowed to sit in Vernon's cell. Il a été autorisé à être mis en présence de Vernon. He was instructed not to say anything. Mais on lui avait interdit tout échange verbal avec le prisonnier. His presence, I think, probably caused some anxiety. Vernon est devenu agité par cet intrus qui restait là à ne rien dire. Didn't say much of anything that I'm aware of to Langsner. The next day, Langsner did. Puis il y a eu une deuxième rencontre à l'issue de laquelle Langsner a dit aux enquêteurs qu'il pensait qu'une confession de Booher était imminente. Vernon was about to confess. Tel que prédit par Langsner, lors de fouilles policières plus poussées sur les lieux des meurtres, l'arme du crime est effectivement retrouvée, mais par Langsner lui-même. Essentially, Langsner was a fraud. À mon avis, Langsner était un charlatan. Je ne crois pas qu'il pouvait lire dans la pensée des gens, pas plus que ses qualités d'hypnotiseur aient quoi que ce soit à voir dans la découverte de l'arme du crime. Je pense que le fait qu'il soit retourné à la ferme et qu'il ait initié une recherche plus minutieuse sont les seuls vrais facteurs qui ont conduit à la découverte de l'arme. Peu après l'annonce de cette trouvaille, Vernon a demandé à rencontrer les enquêteurs et leur a tout avoué. Le procès de Vernon Booher s'ouvre le 24 septembre 1928 à Edmonton. Au nombre des témoins, Maximilien Langsner. Sa présence donne lieu à des échanges cinglants entre lui et le juge W.C. Simmons, qui ne cache pas son scepticisme vis-à-vis ses soi-disant pouvoirs psychiques. Le juge a demandé à Langsner de lire dans ses pensées. Il lui a dit « Je pense à quelque chose qu'on m'a raconté à votre sujet plus tôt dans ce procès. De quoi s'agit-il » Évidemment, Langsner a été incapable de dire quoi que ce soit. Son silence a bien sûr ajouté à la perception qu'il était sans doute un charlatan dans l'esprit du juge. 4 jours après le début de son procès, après seulement 30 minutes de délibération, le jury condamne Vernon Booher à la pendaison. Mais aussitôt, son avocat porte la cause en appel. Les aveux de son client auraient été obtenus par hypnose. Booher aura donc un nouveau procès. La seule preuve concrète reposait sur le fusil 303, qui, d'après Stevenson, était en tout point identique au sien. Total of 9 coups de feu ont été tirés ce soir-là. Mais une seule douille a été retrouvée. Il s'agissait d'une douille de calibre 303. Un expert en scène de crime est venu témoigner que la marque sur l'enveloppe des douilles volées à la ferme Stevenson était analogue à celle tirée par l'arme du crime.
Autre détail incriminant, seul Vernon savait le temps disponible pour commettre les crimes. Il savait que son père était à 10 km de là, et lui seul connaissait l'heure à laquelle ses deux sœurs devaient rentrer. Il n'ignorait pas non plus que sa mère et son frère étaient les seules personnes présentes à la ferme, les deux employés étant occupés au champ. Malheureusement pour eux, et pour Vernon, ils sont revenus trop tôt. Le second procès débute le 21 janvier 1929. Mais même sans les aveux de Vernon Booher, les preuves restent accablantes. Ses empreintes ont notamment été retrouvées sur une douille provenant de l'arme du crime, découverte dans la cuisine près du cadavre de sa mère. À l'issue de ce second procès, Vernon Booher est encore une fois condamné à mort. L'accusé est aussitôt envoyé à la prison de Fort Saskatchewan, où il est pendu le 24 avril 1929. Avec cette exécution, le rideau tombe sur l'affaire Vernon Booher, une affaire unique dans les annales judiciaires canadiennes. Je sais que la police reçoit souvent des appels de gens qui prétendent pouvoir résoudre certains crimes grâce à leur pouvoir psychique. Because of their psychic abilities. I think that any piece of evidence that might help solve. Je crois que nous ne devons pas négliger la moindre piste susceptible de conduire à la solution d'un crime. Shouldn't be ignored. Comme dans le cas de l'affaire Booher. And whether it's even evidence. En revanche, je pense que ces preuves, ou soi-disant preuves, doivent être soigneusement authentifiées avant d'être admises devant les tribunaux. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé dans l'affaire Booher. Les preuves discutables de Langsner n'ont pas été admises lors de la tenue du deuxième procès. Lorsqu'il est question de crimes et d'enquêtes policières, le surnaturel ne fait généralement pas partie de l'équation. Les enquêteurs, heureusement pour nous, préfèrent s'en remettre à des méthodes éprouvées. À l'occasion, ces techniques ne donnent aucun résultat. Il arrive parfois cependant que le paranormal ait déjà pris le relais. En octobre 1970, tous les médias canadiens se sont fait l'écho de l'enlèvement de James Richard Cross par une cellule du Front de libération du Québec, le FLQ. Tous les médias vivaient dans l'expectative des événements à venir. Tous, sauf une petite station de radio locale de Vancouver. Ces auditeurs, sans le réaliser, connaissaient déjà, eux, la suite des événements, grâce aux propos d'une certaine Irene Hughes. Le 5 octobre 1970, en début de matinée, des individus se présentent à la résidence du diplomate britannique James Richard Cross, rue Crescent à Montréal. Ils l'enlèvent à la pointe du revolver. L'enlèvement du diplomate de 49 ans est le premier acte politique à survenir au Canada. Don't move!